Alors, maintenant, nous allons passer au formulaire qu'il faut connaître par cœur. Donc, d'où vient ce formulaire? Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vous rappelle les notations que nous avions déjà utilisées au semestre 1. Quand je ne mets pas de borne à une intégrale, ça veut dire que je cherche toutes les fonctions primitives de cette fonction. D'accord? Donc, ça donne grand f de x, une primitive de petit f, plus constante. Allez, regardons de plus près ce tableau. Alors en fait, pour construire ce tableau, les mathématiciens ont utilisé le tableau de dérivée dont nous avions démontré quelques formules dans le chapitre précédent. Par exemple, la dérivée de u puissance n, donc on compose la fonction puissance avec la fonction grand U, ça donne n fois grand U puissance n-1 fois U'. D'accord? Donc ici, que se passe-t-il? Eh bien, quand on veut faire la formule contraire, eh bien, nous allons avoir U' alpha. D'accord? Votre alpha, ça va être n-1. Donc, on va ajouter 1 à l'exposant et on va diviser par l'exposant. Et on n'oublie pas la constante. Alors, attention, hein, cette formule, elle n'est valable que si alpha est différent de moins 1. Et alors, que se passe-t-il si alpha est égal à moins 1? Eh bien, ça, nous le verrons dans la formule ici, la quatrième formule. Alors, quand u égale x, quand petit u égale x dans cette formule, eh bien à ce moment-là, u' va être égal à 1. La dérivée de x, c'est 1. Et nous obtenons donc la formule qui se trouve à la colonne de gauche. Donc ici, c'est un cas particulier que nous allons poser pour partir de la colonne droite vers la colonne de gauche. En fait, on pose grand U égale x. La deuxième formule, eh bien, elle vient de la formule que vous connaissez bien, hein, la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Donc attention, cette formule, elle est valable si grand U est strictement positif. Alors c'est vrai que dans ce tableau de primitives, je n'ai pas écrit les ensembles de définitions, c'est un petit peu voulu, c'est pour éviter de surcharger le tableau, parce que normalement les ensembles de définitions, vous maîtrisez dans le précédent chapitre, et puis depuis le semestre 1, nous en parlons, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors la dérivée d'exponentielle u, vous savez qu'il s'agit de u' fois exponentielle u, donc ici nous avons primitive de u' fois exponentielle u qui donne exponentielle u plus constante d'intégration, cas particulier quand u égale x, nous retrouvons la fameuse formule primitive de exponentielle x égale à exponentielle x plus constante. Ici, le logarithme n'est rien, alors attention, x doit être non nul, d'accord? Donc ici, u' non nul. Quand je n'écris rien, ça veut dire que u est un réel, ou x est un réel. La dérive, je passe à la suivante. Hein. Primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u plus constante. Alors, je vous rappelle que nous avions vu dans le premier chapitre, oui, non, c'est dans le deuxième, sur les primitives de fractions, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, on a malgré tout utilisé quelques primitives. Et donc, dans le chapitre sur les fractions, nous avions vu déjà que primitive de u' sur u puissance n, c'est moins 1 sur n-1, u puissance n-1. Voilà, donc ici, vous avez un cas particulier quand n égale à 2. Sinon, si vraiment vous ne vous rappelez plus de cette formule, vous pouvez aussi la retrouver en disant que u puissance 2, c'est u puissance moins 2, et en appliquant la formule ici, qui est là. D'accord? En appliquant cette formule ici. Voilà. Bien, alors ensuite, les suivantes, on les avait déjà utilisées maintes et maintes fois. Alors là, je vais quand même rajouter que x est non nul et u est non nul. Voilà. Donc ça j'ai mis un prime là. Bon, je me suis trompée. Voilà. Donc voilà, les formules suivantes, on les a utilisées. C'était où? Ouais, c'est là. On les a utilisées déjà maintes reprises, hein, donc je ne vais plus en parler. Bon, seulement écrire quand même que l'ensemble de définitions ici pour ces deux formules, x doit être différent de pi sur 2 plus kpi, où k est un entier relatif. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc u, pareil, hein, est différent de pi sur 2 plus kpi. Bien, la suite de ce tableau.
Alors, la suite de ce tableau, ce sont quelques formules que vous n'aviez pas du tout utilisées en terminale. Donc, les fonctions hyperboliques sur lesquelles nous avons travaillé dans le précédent chapitre, hein, vous vous rappelez que la dérivée de SHX, c'est CHX, et la dérivée de CHX, c'est SHX. C'est bien pratique. Il n'y a pas de signe moins qui se balade comme pour les fonctions trigonométriques. Donc ici, attention, n'oubliez pas le U', hein, U' SHU, ça donne CHU. Voilà, donc ensuite pour les tangentes hyperboliques, pareil, attention ici, x appartient à l'intervalle, ah bah non, AR, non, là c'est bon, là, x est réel partout, voilà, d'accord. Voilà, pour le THX aussi, il n'y a pas de problème d'ensemble de définition. Voilà, c'est pour arg SHX où il faut faire attention parce que x appartient à l'intervalle 0, 1 plus l'infini, d'accord? Voilà, sinon la fonction CH n'est pas bijective. Et donc là, on va avoir un intervalle ouvert parce qu'on divise. Voilà, on divise ici par x carré moins 1, d'accord? Donc, il ne doit pas s'annuler. C'est parti. Voilà. Voilà, donc pareil de ce côté-là. Hein. U doit être strictement supérieur à 1. Voilà, et puis pour les formules d'arg TH, x, cette fois-ci, est strictement compris entre moins 1 et 1. Et donc, pareil pour la fonction, les images de la fonction grand U. Voilà, qui doivent être compris strictement entre moins 1 et 1. Alors, je vous rassure, là-dedans, je vous demanderai de connaître les formules de primitives jusqu'à celle-là. Voilà, jusqu'aux primitives de CH et SH. Les précédentes, plus ces deux-là. Les autres, si besoin est, je vous les donnerai dans le sujet du DS. Alors, évidemment, si c'est un sujet en ligne, vous aurez de toute façon tous vos documents avec vous. Ça, on ne sait pas comment tout ça va tourner. Allez, donc maintenant, c'est parti. Nous allons calculer quelques primitives. Alors, voici l'énoncé. Je vous laisse mettre sur pause, réfléchir au brouillon, travailler sur ces exercices. Donc, il n'y a pas de borne, hein, ça veut dire qu'on cherche toutes les fonctions primitives, puis après, vous mettez sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Donc ici, en fait, x³ fois racine carrée de x, il faut, pour pouvoir calculer des primitives, il faut changer l'expression de la fonction. Et oui, parce que sinon, on ne voit pas trop comment faire. Donc en fait, vous savez que la racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Donc on va avoir x puissance 3 plus 1 demi, ça fait donc 7 demi. Voilà, n'oubliez pas les dx surtout. Et donc, primitive, on utilise la formule, vous savez, hein, x puissance primitive de x puissance n, enfin vous l'avez sous les yeux. Hein. Voilà, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc 7 demi plus 1 sur 7 demi plus 1, plus la constante d'intégration. Et donc là, ça fait x puissance 9 demi sur 9 demi, plus la constante. L'inverse, de 9 demi, c'est 2 neuvièmes. Voilà. Et puis, donc, on obtient... Alors, x puissance 9 demi, on va peut-être le changer quand même. Hein. On va changer son expression, c'est ça que je veux dire par là. Donc, x puissance 9 demi, c'est comme si on avait x puissance 4 plus 1 demi. Donc, ça fait x puissance 4 fois racine carrée de x. Voilà. Donc, on va écrire ici x puissance 4 fois racine carrée de x plus la constante d'intégration. Donc j'imagine que vous avez travaillé la suivante, sinon vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors là, vous reconnaissez la formule U' fois cos U. D'accord? Donc ça donne sinus U plus constante. Donc votre U ici, c'est 3x moins 1. Donc U', eh bien, c'est 3. Ah ben ça tombe bien, il est juste devant ici. On a de la chance. Donc J de x est égal à sinus de 3x moins 1 plus la constante d'intégration. Allez, mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution de l'intégrale suivante. Alors ici, la formule à utiliser, c'est U', U alpha. Donc, ce qui donne U puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus une constante d'intégration. Le U ici, c'est 2x plus 5. Donc, U', la dérivée de 2x plus 5, c'est 2. Ah bah tiens, ça tombe bien, on l'a ici. Voilà, alpha c'est égal à 10. Hein. Donc, k de x est égal à
Eh bien, 2x plus 5, le tout à la puissance 11, divisé par 11, plus la constante d'intégration. Vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. La suivante, elle n'est vraiment pas compliquée, puisqu'il s'agit tout simplement de la formule de arctangente x. Voilà, donc on avait déjà pas mal travaillé sur cette primitive dans le chapitre sur les fractions. Allez, exercice suivant. Donc vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. Je vais changer de couleur. Allez hop, c'est parti. Donc ici, alors on reconnaît, dès qu'on a une fraction, on pense à la formule primitive de u' sur u, qui donne ln de valeur absolue de u. Voilà, on pense tout de suite à cette formule. Mais ça, on l'avait vu déjà pas mal dans le chapitre sur les fractions, toujours pareil, on a déjà pas mal avancé sur le sujet. Donc ça, c'est votre grand U. Vous calculez la dérivée, eh bien, dérivée de x cube moins x plus 10, c'est 3x2 moins 1. Ah ben ça tombe bien, on l'a au numérateur. Donc L de x est égal à ln de valeur absolue de x cube moins x plus 10 plus constante. Allez, la formule suivante, on reconnaît tout de suite u' fois exponentielle u. Vous pouvez mettre sur pause, au fait, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Qui donne donc exponentielle u plus constante. Donc ici, votre u, c'est 5x. Donc u', la dérivée de 5x, eh bien c'est 5. Ah ben ça tombe bien, on l'a devant. Donc ça donne exponentielle 5x plus constante. Vous mettez sur pause, puis sur play. Alors ici, on reconnaît la formule u' sur 2 racine carrée de u. Alors, le u, semblerait que ce soit x carré plus 1. Donc, u', c'est 2x. Ah, ok. Eh ben, il nous manque justement 2 pour avoir u', mais il nous manque aussi 2 pour avoir la formule. Ah, ben ça tombe bien. Donc voilà, n de x est donc égal à racine carrée de u, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 1, plus la constante. Dernière formule, vous reconnaissez u' sur u carré. Primitive de u' sur u carré, eh bien c'est moins 1 sur u, plus constante. Donc ici, le u, c'est pas bien compliqué, c'est x plus 3, d'accord? Donc u, c'est x plus 3. Donc u', c'est 1. Ah bah oui, donc on a la formule directement, donc ça fait moins 1 sur x plus 3, plus la constante additive. Voilà pour les exercices de primitives. Donc je ferai une séance de soutien où je vous donnerai plein de primitives à calculer comme ça pour vous entraîner. Alors maintenant, passons aux intégrales avec des bornes. Donc soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB. Il existe alors grand F, une fonction primitive de petit f. Et on a alors la formule que vous connaissez bien depuis la terminale. Alors juste une petite remarque, que se passe-t-il si f n'est pas continu en une borne de l'intervalle AB? Eh bien ça, c'est ce que nous verrons à la toute fin de ce chapitre au travers des intégrales dites généralisées ou impropres. Allez, compléter. Bon alors là, c'est vraiment pas compliqué. Primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t. Les bornes, nous les écrivons ici, entre 0 et 1. Et après, on fait borne du haut moins borne du bas. Donc exponentielle 1 moins exponentielle 0, ce qui fait e moins 1. Alors cette intégrale, vous vous rappelez, nous l'avions calculée en diapositive 3. En fait, on ne l'a pas calculée. Je vous ai dit d'aller lire le polycopier du cours et de voir comment on calcule avec la somme de Riemann une telle intégrale. Eh bien, nous avions bien 15 lignes pour calculer cette intégrale. D'où l'intérêt d'apprendre par cœur ces primitives. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on passe à la formule suivante. Alors, primitive de 0, intégrale de 0 à e-1 de 1 sur x plus 1. Bien. Eh bien, ça donne quoi ça? Eh bien, ça donne la formule avec le logarithme. D'accord? U' sur u, avec u égale x plus 1. Donc, u' est égal à 1. Allez, ça donne ln de valeur absolue de x plus 1 entre 0 et e-1.
Alors c'est vrai qu'ici les valeurs absolues ne servent pas à grand chose vu que x plus 1 est positif en 0 et en e moins 1. Donc borne du haut, ça donne ln de e moins 1 plus 1, moins borne du bas, donc ln de 1, donc ça fait ln de e qui fait 1 moins 0, donc on obtient le résultat 1. Alors, une application, donc ça, nous l'avions déjà étudié en semestre 1, si vous vous rappelez un petit peu, la valeur moyenne d'une fonction est donnée par la formule 1 sur la période de cette fonction, si elle est périodique, bien sûr, la fonction, voilà, on intègre de 0 à grand T. Alors ici, la fonction sinus oméga t est périodique, de période 2pi sur oméga, je le fais vite parce que vous l'avez déjà vu, Donc la valeur moyenne, c'est l'inverse de 2pi sur oméga, c'est-à-dire oméga sur 2pi, fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga de la fonction sinus oméga t dt. Voilà. Et donc après, primitive de sinus oméga t, c'est moins cos oméga t sur oméga. Ça, vous le connaissez, en semestre 1, on l'a beaucoup utilisé, cette primitive. Et puis, on vient de le revoir. Donc, les oméga ici s'en vont. Tac. Donc, ça fait 1 sur 2pi fois moins cosinus de oméga fois 2pi sur oméga, moins plus, cos 0. Voilà, donc ici, les oméga s'en vont, ça fait cos de pi qui fait 1, donc moins 1 plus 1, 0. Et vous retrouvez le résultat que vous connaissez bien sûr. Il n'est pas utile de faire ce calcul d'intégrale en fait pour obtenir la valeur moyenne de la fonction sinus oméga t, puisque on obtient ici, voilà, oh bon, voilà, voilà, ça donne l'aire algébrique entre l'axe des abscisses, la courbe, et x égale 0 et x égale 2pi sur oméga. Et en fait, je parle bien d'aire algébrique, vous l'avez bien entendu. Ici, cette aire algébrique est négative, celle-ci est positive, et par symétrie, on trouve donc 0. Voilà pourquoi la valeur moyenne d'une sinusoïde, ici, sinus de oméga t, est égale à 0. Allez, nous passons à la suite. La linéarité, première propriété de l'intégrale, pour faire du calcul intégral. Donc ici, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et puis on peut sortir les coefficients multiplicatifs, les nombres réels, qu'on appelle aussi les scalaires, on peut les sortir de l'intégrale. Donc voilà, ça donne alpha, intégrale de f, plus bêta, intégrale de g. Donc ça aussi, nous l'avions déjà bien utilisé en semestre 1. Allez, donc ici, première intégrale, ça donne donc, vous pouvez mettre sur pause, calculer, puis ensuite mettre sur play. Allez, donc 3 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x7, plus 2 fois l'intégrale de x6 de moins 1 à 1, voilà, et enfin, moins l'intégrale de dx, de 1 fois dx, si vous voulez, entre moins 1 et 1. Donc ça donne 3 fois, donc x8 sur 8, entre moins 1 et 1, plus 2 fois x7 sur 7, entre moins 1 et 1, et enfin, moins x entre moins 1 et 1. Grand I est donc égal à, alors ça va donner puissance paire, donc ça fait 1/8 moins 1/8, puisque moins 1 à la puissance 8, c'est égal à 1, d'accord? Donc tout ça, ça fait 0. Ensuite ici, puissance impaire, ça va faire 1/7 moins 1/7, donc plus 1/7. Donc là, on va avoir 2 fois 2/7, donc 4/7. Et là, à nouveau, puissance impaire, attention, on a un moins devant. Donc ça va faire x moins 1, donc plus 1, donc ça fait 2. D'accord? Voilà. Donc on trouve 4 moins 14, ça fait moins 10 sur 7. Voilà. Ok? Allez, nous passons à la suivante. Alors, la suivante, ici, nous avons une fraction à intégrer. Alors, on pense à U' sur U, tout de suite. Sauf que, si U est égal à 1 plus X, alors U' c'est égal à 1, et pas à X. Et le X, on ne peut surtout pas le sortir de l'intégrale. De l'intégrale, nous ne pouvons sortir que des constantes multiplicatives. Alpha, bêta, etc. D'accord? Donc ici, eh bien, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez une petite astuce, soit vous décomposez en somme d'éléments simples votre fraction,
C'est un peu l'usine à gaz, mais on y arrive. C'est-à-dire, l'étape 1, le dénominateur, il n'y a qu'un facteur de degré 1. Et l'étape 2, vous vous rappelez, est-ce qu'on peut simplifier la fraction? Non. Et l'étape 3, la fraction possède-t-elle une partie entière? Ah oui, puisque degré de A c'est 1, degré de B c'est 1. Donc à ce moment-là, on peut effectuer la division de x par 1 plus x et mettre de côté la partie entière. Et donc ça se fait très bien. Alors moi je vais quand même utiliser la petite astuce parce que c'est quand même beaucoup plus rapide et c'est tellement pratique. Vous voyez ici on a 1 plus x et là on a x. Et on va dire que c'est 1 plus x et puis moins 1. Oui, 1 moins 1 ça fait bien 0. Et après, à partir de là, je vais scinder en deux ma fraction. Voilà. Donc, je vais obtenir l'intégrale de 1 plus x sur 1 plus x. Ça fait 1. Donc, j'obtiens l'intégrale de 1 moins l'intégrale de 1 sur 1 plus x. Voilà. Si vous voulez, pour avoir le détail, je vais l'écrire ici. C'est comme si j'avais l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x. Voilà, je vous donne le détail ici, si c'est pas très clair. Et donc 1 plus x sur 1 plus x, ça fait 1. Et voilà, et après, on utilise la propriété de linéarité. Primitif de 1, c'est x, entre 0 et 1. Moins primitif de 1 sur 1 plus x, et là, c'est parti. On peut utiliser la formule avec le logarithme népérien. Voilà, et donc borne du haut moins borne du bas, ça va faire 1 moins ln de 2 plus ln de 1 qui fait 0. Donc tout ça, ça fait 1 moins ln de 2. Allez, exemple suivant. Donc vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc ici, pareil, donc on va pouvoir écrire qu'il s'agit de 5 fois, alors là il n'y a pas de borne, donc 5 fois primitif de cos de 2x moins primitif de exponentielle 5x plus primitif de 9. Allez, donc ça fait, on va le faire directement, 5 fois primitif de cos x, c'est sinus de 2x sur 2, moins primitif d'exponentielle 5x, c'est exponentielle 5x sur 5, plus 9x, plus constante. Voilà, si ce n'est pas très clair, je vous écris ici rapidement les indications pour y arriver. Donc ça fait, voilà, on écrit la somme de plusieurs intégrales. Si c'est clair, vous passez à l'exercice suivant, bien entendu. Et ici, 9 fois l'intégrale de dx. D'accord? Ici, hop, pour avoir la formule u' cos u. U' cos u, donc u c'est 2x. Donc u' c'est 2. Donc je mets un 2 ici. Comme ça, j'ai u' cos u. Mais par contre, je divise par 2 devant. Ici, j'ai u' exponentielle u, donc u c'est 5x, donc u' c'est 5, donc je divise par 5 devant, et puis ici, voilà, ici il n'y a pas de problème. Voilà le résultat obtenu. Donc là, je n'ai pas à calculer les bornes puisqu'il n'y en a pas, donc ça veut dire que je cherche toutes les fonctions primitives, d'où la constante additive à la fin. Le dernier exercice, eh bien, nous l'avions déjà résolu en premier semestre, mais je vais le refaire rapidement. Donc, nous cherchons la valeur efficace de f. Donc, pour cela, la valeur efficace, vous savez que c'est la racine carrée de 1 sur grand T, intégrale de 0 à grand T de f carré de x dx, quand f est un signal t périodique. Donc notre signal c'est fois sinus oméga t plus phi. Donc on va commencer par calculer la période de cette fonction. Eh bien, vous connaissez c'est 2 pi sur oméga, sinon regardez en semestre 1 le chapitre 1. Et donc c'est parti. Donc la valeur efficace au carré de petit u, c'est donc oméga sur 2pi, l'inverse de 2pi sur oméga, fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga du carré de fois sinus de oméga t plus phi. Donc ça donne carré plus sinus carré de oméga t plus phi. Alors le carré, constante multiplicative, allez hop, on la sort de l'intégrale, donc ça fait oméga fois carré, donc je vous conseille de sortir les constantes des intégrales, constantes multiplicatives bien entendu, sauf si elles servent à faire du calcul de primitive bien entendu. Voilà, donc là, on obtient sinus carré de oméga t plus phi, dont on cherche une primitive. Et là, malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser la formule u' carré, qui donnerait u cube sur 3 plus constante. Pourquoi? Tout simplement parce que votre u, ici, c'est sinus oméga t plus phi. Et donc u', ça serait oméga fois cosinus de oméga t plus phi. D'accord?
Donc ici, ça n'est pas possible. Bon, ben alors, ben vous vous rappelez, en première année, enfin, c'est pas en première année, on est au premier semestre, je voulais dire. Vous vous rappelez, au premier semestre, nous avions étudié les formules trigonométriques, et il y avait celle-ci, sinus carré de A est égal à 1 moins cosinus de 2A, le tout sur 2. Eh bien, c'est grâce à cette formule que nous allons pouvoir, cette formule dite de linéarisation, que nous allons pouvoir calculer notre intégrale. Donc, u carré, valeur efficace au carré, c'est égal à, donc on va remplacer sinus carré de oméga t plus phi par 1 moins cosinus de 2 fois oméga t plus phi, le tout sur 2. Alors, le 1,5, on va le sortir de l'intégrale. Donc, ça va donner oméga um carré sur 4pi fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga de 1 moins cosinus 2 oméga t plus 2 phi. Voilà, dt. Voilà, donc ensuite, eh bien, on a une somme d'intégrales. On primitive chaque terme de notre somme ici. On va écrire directement les primitives. Primitive de 1, c'est t. Primitive de cos, c'est sinus. Donc on va avoir sinus de 2 oméga t plus 2 phi sur 2 oméga, le coefficient de t. Donc ça de 0 à 2pi sur oméga. Et alors maintenant, borne du haut moins borne du bas, nous obtenons alors oméga fois um carré sur 4pi. Oups, je savais comment je fais. Je sais pas. Je sais pas comment je fais. Au secours! Voilà, donc je reprends la vidéo. Voilà, donc j'obtiens ici oméga fois um carré sur 4pi. Voilà, donc ben voilà, c'est reparti pour un tour. Bon, ben, je vais arrêter. Voilà, donc je reprends le calcul en remontant un peu la ligne. Voilà, donc nous obtenons t qui est égal à 2pi sur oméga moins sinus de 2 oméga fois 2pi sur oméga plus 2 phi, le tout sur oméga. Donc ça c'est la borne du haut. Moins la borne du bas, ça fait 0. Et moins plus sinus de 0 plus 2 phi, donc sinus de 2 phi sur 2 oméga. Voilà. Donc ici, les oméga s'en vont. Donc ça fait sinus de 4pi plus 2 phi. Sinus de 4pi plus 2 phi, eh bien c'est égal à sinus de 2 phi, puisque on ajoute 2 tours de cercle à l'angle de phi, donc on obtient la même chose. Donc tout ça, ça fait 0 là. Celui-là et celui-là, ils s'en vont. Et donc j'obtiens le résultat normalement que vous connaissez très bien. Oméga um carré sur 4pi fois 2pi sur oméga. On simplifie par oméga, par 2pi. Donc il ne nous reste plus que um carré sur 2. Donc la valeur efficace, c'est um sur racine carrée de 2. Allez, nous passons à la suite. Alors maintenant, deuxième propriété, après la propriété de linéarité, la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles dit la chose suivante, l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé AB de A à B est égale à l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Et C appartient à l'intervalle AB. Donc ici, voici un exemple, un signal défini par morceau. Donc son expression c'est x entre 0 et 1 et moins x plus 4 entre 1 et 2. Voici sa représentation graphique, donc il s'agit de deux morceaux de droite. Ici vous avez le crochet fermé, donc le point, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre précédent, crochet ouvert ici en 1, fermé en 1 et fermé en 2. Allez, donc pour calculer cette intégrale, nous sommes obligés de la couper en deux grâce à la relation de Chasles. Donc nous disons qu'il s'agit de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Voilà, on remplace. Donc ça donne l'intégrale de 0 à 1 de x plus l'intégrale de 1 à 2 de moins x plus 4. Voilà, primitive de x, ça donne x carré sur 2, entre 0 et 1, plus primitive de moins x plus 4, ça donne moins x2 sur 2 plus 4x.
entre 1 et 2. Borne du haut moins borne du bas, ça fait donc 1 demi moins 0, plus, alors moins 4 sur 2 plus 8, moins, attention, moins 1 demi plus 4. Donc au final, nous trouvons ici moins 2 plus 8 fait 6, et là on a plus 1, 7, et donc ça donne 3. Voilà. Alors ce résultat, on peut aussi le calculer graphiquement. Ici, dans ce cas-là, puisque la fonction n'est pas compliquée, ce sont des bouts de droite, donc on n'a plus qu'à calculer des aires de triangle et de rectangle. Vous voyez ici, hein, l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 2. Voilà, je assure ce que ça donne. Donc ici, vous avez une unité d'aire plus une unité d'aire plus une troisième unité d'aire. Donc on retrouve bien 3. Allez, dernière propriété. Ah non, je n'ai pas fini avec la relation de Chasles. Donc oui, il y a un cas particulier. Lorsque C est égal à B, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, nous avons l'intégrale de A à A. Et donc ça donne 0. Et grâce à ce cas particulier, nous en déduisons la fameuse formule que vous connaissez bien. Lorsque on échange les bornes d'une intégrale, eh bien, il y a un signe moins qui apparaît. Si jamais vous n'en êtes pas convaincu, regardez, si on passe par l'écriture, vous savez, de grand F de x, bon ici c'était, bon peu importe, entre A et B, ça va donner grand F de B moins grand F de A. Et ici, les bornes sont inversées, donc ça fait grand F de T entre B en bas et A en haut, donc ça fait grand F de A moins grand F de B. Donc vous voyez bien que ces deux formules sont inversées. Enfin, sont opposées, pardon, sont opposées. Oula. Voilà. Allez, la suite. Les inégalités et le calcul intégral. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle fermé AB, elles sont donc toutes les deux intégrables. Si elles sont rangées dans cet ordre, c'est-à-dire que f de x est inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle fermé AB, alors eh bien, les intégrales sur AB vont être rangées dans le même ordre. Voilà, donc ça nous permet en fait de faire de l'encadrement d'intégrales lorsqu'on ne connaît pas de primitives et qu'on ne peut pas calculer les intégrales. Donc ici, voilà, vous en avez un exemple, 1 sur 1 plus x puissance 4. Donc les formules, si vous voulez essayer, donc u' sur u ne va pas marcher parce qu'il faudrait qu'à ce moment-là, u soit égal à 1 plus x puissance 4 et que la dérivée soit égale à 4x cube. Or, au numérateur, on ne peut pas faire apparaître ce 4x cube. Nous avons également la formule u' sur 1 plus u carré, éventuellement, sauf que ici, ça voudrait dire que u serait égal à x carré, et donc u' à 2x. Donc là, pareil, nous ne pouvons pas utiliser la formule avec l'arc tangente. Allez, donc voilà pourquoi nous souhaitons encadrer cette intégrale pour en avoir au moins une valeur, un encadrement. Alors, on commence par x. X est compris entre 0 et 1. Donc, x puissance 4, x puissance 4, c'est une fonction croissante sur les nombres positifs. Entre 0 et 1, c'est une fonction croissante. Donc, on va obtenir entre 0 puissance 4 et 1 puissance 4. On ajoute 1. Donc, on ne change pas le sens de l'inégalité. Oups, j'ai oublié le petit 4. Et on inverse. Autrement dit, on applique la fonction inverse qui est décroissante. Donc là, on change le sens de l'inégalité. Donc on obtient un demi à gauche et un à droite. On intègre, d'accord, c'est-à-dire qu'on applique la formule, puisque cet encadrement il est valable pour tout x dans l'intervalle fermé 0, 1. Donc on va intégrer chaque membre de cette inégalité et nous allons donc obtenir le résultat suivant. Intégrale de, attention, hein, alors j'ai oublié de mettre les bornes, de 0 à 1, de 1 demi. Ici, l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1. Voilà, donc ça fait x entre 0 et 1, donc ça fait borne du haut 1 moins 0. Ici, ça fait 1 demi fois l'intégrale que l'on vient de calculer, donc 1 demi fois 1. Voilà, donc notre intégrale grand I est donc comprise entre 1 demi et 1. Voilà. Voilà, donc
Voilà, c'est fini. C'est fini pour cette partie. Attention, j'ai une surprise quand même. J'ai une surprise. Alors la première surprise, c'est, je vous rappelle, de ne pas oublier des X, comme moi je l'ai fait au début de cette présentation. Et puis la deuxième surprise, c'est regardez, attendez, patientez un peu et voyez dans quel état d'esprit je suis en ce moment. Je suis Zinzin. Je suis Zinzin. Voilà. Je suis Zinzin. Je suis Zinzin. Voilà. Je suis Zinzin. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.